Il sort du travail. La nuit est tombée, lente et silencieuse, enveloppant la ville d'un voile d'encre où palpitent des éclats tremblants. L'air est épais, chargé d'humidité, saturé de cette odeur indéfinissable propre aux grandes villes après la pluie. Un mélange d'asphalte mouillé, de métal tiède et de vapeur échappée des bouches d'égout. Autour de lui, les rues s'étirent, hérissées d'immeubles noirs aux fenêtres éparpillées comme des étoiles ternes. Des flaques miroitent sous les réverbères, éclatées en fragments de lumière. Pourtant, il ne les voit pas. Ou plutôt, il ne les regarde plus. Tout est là et pourtant tout lui échappe. Il marche, la tête légèrement baissée, les épaules voûtées sous un poids invisible. Ses pas résonnent sur le trottoir, étouffés par la rumeur continue de la ville, secondement sourd fait de klaxons lointains, de conversations brisées et du frémissement des feux tricolores. Mais ce vacarme extérieur n'est rien comparé à celui qui résonne en lui. Les petites voix dans son esprit ne le quittent plus. Elles s'accrochent à lui comme du lierre rampant, s'insinuent dans chaque recoin de sa conscience, s'entrelacent à ses pensées jusqu'à les étouffer. Elles murmurent, inlassables, déroulant une litanie de doutes et d'inquiétudes. Elles lui rappellent tout ce qu'il n'a pas fait, ou tout ce qu'il aurait pu faire, tout ce qu'il a laissé filer entre ses doigts. Elles lui parlent d'échecs, de renoncements, de cette impression lancinante d'être en décalage avec le monde. Un bourdonnement incessant, une marée intérieure qui monte, jusqu'à ne laisser plus qu'un vertige, un flottement, un détachement croissant avec la réalité. Alors il marche, comme un automate privé d'élan. Il sent à peine le vent qui s'insinue sous son manteau, ignore les regards furtifs qui glissent sur lui sans s'y arrêter. Autour de lui, des ombres pressées se croisent, filent dans le halo jaune des lampadaires, disparaissent au coin des rues. Il ne les distingue plus. Tout lui semble flou, indistinct, comme s'il marchait derrière une vitre embuée. Il erre, étranger au monde et à lui-même. Mais ce qui pèse le plus n'est pas la désorientation, c'est la fatigue. Une fatigue qui dépasse l'épuisement physique, une lassitude profonde, viscérale, qui ronge de l'intérieur. Elle est là, poisseuse et collante, agrippée à ses os, enfoncée dans sa peau comme une brûlure sourde. Chaque pas lui semble plus lourd que le précédent, chaque mouvement vide de sa substance. Il marche non par volonté mais par inertie. Il voudrait juste dormir, dormir longtemps, dormir jusqu'à ce que les voix s'éteignent, jusqu'à ce que son esprit s'allège, jusqu'à ce que le silence devienne un refuge et non un gouffre affamé. Enfin, il atteint le pont, ce pont qu'il emprunte chaque soir, ce morceau de béton suspendu au-dessus des rails gris, figé dans l'immensité nocturne comme un seuil entre deux mondes. Il en connaît chaque fissure, chaque barreau glacé du garde-corps qu'il frôle machinalement du bout des doigts. Ici, le vent est plus vif, plus tranchant, charriant l'odeur métallique des rails et le grondement lointain des trains qui fendent la nuit. Sous lui, des wagons filent à toute allure, laissant derrière eux une traînée de lumière fugace, comme des éclairs de lucidité dans l'épaisseur du crépuscule. Combien de fois s'est-il arrêté ici, bercé par des rêves d'ailleurs? Combien de fois cet endroit a-t-il été le témoin silencieux de ses tourments, de cette envie fugace de disparaître, d'effacer son empreinte comme un pas dans la poussière? Mais ce soir quelque chose est différent. Il lève les yeux et saisit la lune. Elle est là, suspendue dans l'infini, immobile et souveraine, un disque pâle mais éclatant auréolé d'un halo diaphane qui s'efface dans l'obscurité. Elle trône au sommet du ciel, silencieuse et d'une beauté insensée. Elle éclaire la nuit d'une lumière spectrale, baignée d'un voile de brume translucide qui flotte autour d'elle comme une parure céleste. Et soudain, tout en lui s'arrête. Les voix s'éteignent, les pensées se dissipent, comme si dans cet instant suspendu, quelque chose s'était brisé en lui, comme si, en levant les yeux, il s'était arraché aux griffes du vide, comme si, cette lumière lointaine, impassible, avait soudain creusé une brèche dans son enfermement. Il ne sent plus son corps, ne perçoit plus la lourdeur qui pesait sur lui. Il n'est plus un homme éreinté errant dans la ville, il est juste là, pleinement là, face à cette immensité qui le dépasse, face à cet éclat venu d'ailleurs. Sous le regard immuable des astres, il se sent vivant, comme si l'air entrait à nouveau dans ses poumons, comme si son cœur, un instant assourdi par le vacarme intérieur, battait enfin au rythme du monde.
Il est entré dans l'ouvert, et enfin, il respire. Il est un mur invisible, un voile ténu mais infranchissable qui sépare l'homme du monde. Là où l'animal se meut librement dans l'ouvert, goûtant sans entrave à l'évidence de l'instant, l'être humain se heurte aux parois de sa propre conscience. Il voit, mais à travers une vitre. Il touche, mais ressent la distance. Il parle, mais ne cesse de s'interroger. Rainer Maria Rilke, dans sa 8e élégie de Duino, esquisse ce drame silencieux. L'homme, par le langage et la pensée, s'exile de la plénitude, enfermé dans un regard qui dissèque plutôt qu'il n'embrasse. L'ouvert, concept mystérieux chez Rilke, désigne cet espace absolu et illimité, où l'animal évolue sans conscience de la séparation entre lui et le monde. Un état d'unité pure avec l'existence, inaccessible à l'homme en raison de sa réflexion et de son regard introspectif. Faut-il voir dans cette séparation une malédiction, une condamnation à l'errance et au manque, ou bien est-elle la condition même de l'humanité, la source de son art, de sa quête infinie vers ce qui lui échappe? Ainsi se dessine le dilemme. L'homme est-il un être mutilé par sa propre conscience, ou bien trouve-t-il, dans cet exil, la grandeur de son destin? Laissons donc les flots d'eau nous ravir à nous-mêmes. Bienvenue sur le navire. Il marche, Blom, les yeux grands ouverts. Et pourtant, il trébuche sur l'invisible. Tout autour, le monde vibre d'une présence immédiate. La lumière danse sur les feuillages, le vent effleure la peau, un oiseau fend l'azur sans hésitation. Mais lui demeure en retrait. Toujours il pense, toujours il nomme. Ce qu'il voit, il l'arrache à l'instant, le fige dans un mot, l'emprisonne dans une idée. Là où l'animal s'abandonne à l'évidence du réel, l'homme analyse, dissèque, s'éloigne. Son esprit, avide de compréhension, l'écarte du simple fait d'être. Dans sa 8e élégie, Rilke formule ce vertige de la conscience. Nous ne savons pas ce qui est au dehors, nous n'avons que le regard retourné et captif en nous-mêmes. Ces vers révèlent l'exil intérieur dont l'homme ne peut s'affranchir. Il ne perçoit jamais les choses en elles-mêmes, mais à travers le voile de son esprit. Il ne contemple pas l'être, il se contemple face à lui, enfermé dans l'écho infini de sa propre pensée. Son regard ne caresse pas le monde, il le traverse comme une vitre qu'il ne peut briser. L'animal, lui, évolue dans l'ouvert, cet espace sans rupture où chaque souffle, chaque battement d'aile s'inscrit dans le mouvement du vivant. Il ne se sait pas séparer, et il est dans la continuité fluide du réel. L'homme en revanche est cloisonné dans la conscience de lui-même, incapable de s'unir pleinement à ce qui l'entoure. Il veut comprendre, mais en cherchant à saisir, il se condamne à la distance. Son regard, au lieu d'embrasser l'infini, le découpe, l'ampute, l'enferme dans des formes que seul son esprit perçoit. Tel un passager derrière une vitre embuée, il voit sans toucher, il vit sans jamais habiter pleinement l'instant. Son existence est un seuil qu'il ne franchit pas, une frontière dont il ne peut abolir la séparation. L'animal suit le rythme du monde, sans crainte ni regret. Il n'a pas d'hier à ressasser, pas de demain à redouter. Il se confond avec l'instant, s'efface dans cette continuité fluide. Le vent qui le traverse n'a pas de mémoire. L'aube qui le réchauffe ne promet rien d'autre que sa lumière fugace. Il ne sait pas qu'il doit mourir, et parce qu'il l'ignore, il vit pleinement. L'humain, en revanche, est un être en sursis, condamné à la lucidité. Il avance, mais son regard se porte en arrière, vers les souvenirs qui l'attachent, ou bien en avant, vers un avenir incertain. Il est écartelé entre la mémoire et l'attente, hanté par l'irréversible. Chaque instant lui échappe à mesure qu'il le vit. Chaque seconde qui passe l'emporte vers une fin qu'il ne peut ignorer. Il voudrait se poser, goûter l'instant comme l'oiseau qui plane sans se demander quand viendra la chute. Mais il sait. Il sait que toute chose s'efface, que toute joie est menacée, que le futur est un précipice où s'effondre tout ce qu'il construit. Cette conscience du temps est une cage invisible, renforçant l'exil intérieur dont il ne peut s'évader. Nous voudrions nous établir dans le présent, oublier dans la simplicité d'être, mais déjà le sable glisse entre les doigts. Regardons une fleur, et au lieu de se perdre en elle, nous imaginons le moment où ses pétales faneront.
Nous écoutons un rire et nous devinons l'écho qui bientôt s'éteindra. L'instant nous est interdit, car nous ne le recevons pas. Nous le mesurons, nous l'anticipons, et nous le regrettons avant même qu'il ne s'évanouisse. Cette angoisse, cette impossibilité d'être simplement là, est aussi une force. C'est parce que nous savons que tout est périssable que nous cherchons à capturer l'éphémère. L'art devient alors un refuge, une révolte contre l'oubli. La poésie tente de figer l'instant dans les mots, d'arracher au silence une trace indélébile. La musique, elle, suspend le temps dans ses accords, prolonge l'émotion de l'instant vécu. La peinture emprisonne une lumière qui, sans elle, se dissoudrait à jamais dans le flux du monde. La conscience du temps éloigne l'homme de l'ouvert, certes, mais elle le pousse aussi à dépasser sa condition. L'animal vit mais ne laisse pas de traces. L'homme, lui, grave son passage dans la matière du monde. Il est celui qui sait qu'il disparaîtra, et qui, pour cette même raison, cherche à durer au-delà de lui-même. C'est dans ce paradoxe que réside peut-être sa grandeur. Il est l'être qui refuse l'oubli, le mortel qui s'acharne à créer l'intemporel. L'homme est un exilé, un être séparé du monde par le poids de sa conscience. Pourtant, il lui arrive parfois de frôler l'ouvert, d'entrevoir cet état d'unité où le temps se dissout, où la pensée s'abolit, où il n'est plus un regard posé sur les choses mais un souffle mêlé à elles. Ces instants sont rares, fragiles comme les éclats de lumière entre les ombres, mais ils portent, en eux, la promesse d'un ailleurs, d'une réconciliation avec l'existence. L'art est l'un de ces passages secrets. Par la poésie, l'homme cherche à nommer l'indicible. Les mots tentent d'atteindre ce qui est avant eux, ce qui ne se laisse pas enfermer dans le langage. La musique va plus loin, elle s'élève, pure et sans entrave, libérée du poids des significations. Elle ne dit rien, et pourtant, elle fait entendre l'infini. Dans ses créations, l'homme suspend un instant sa séparation avec le monde. Il ne décrit plus l'ouvert, il l'effleure. L'amour est aussi une brèche dans la solitude. Il abolit la frontière entre le moi et l'autre. Il fait taire les distances. Dans l'étreinte, dans le regard échangé, dans cette présence qui ne demande rien d'autre qu'elle-même, l'individualité s'efface. L'être ne se pense plus. Il est pleinement, intensément, hors du temps et de l'attente. Il y a enfin la contemplation, cette manière de se tenir devant le monde sans le questionner, sans vouloir l'analyser ni le posséder. Rilke évoque ces moments où le regard cesse d'être un instrument d'appropriation pour devenir une pure réception. Devant une rose, devant un ciel qui s'embrase au crépuscule, devant un animal qui vit sans se savoir vivant, l'homme parfois oublie son propre nom. Il ne pense plus, il ne juge plus. Il se laisse traverser par l'instant, et dans cet abandon, il peut toucher l'ouvert. Ces expériences sont fugaces, on ne peut s'y attarder sans retomber aussitôt dans la prison de la conscience. Mais elles sont la preuve que l'exil n'est pas absolu, que derrière les murs du langage et du temps, il existe des brèches par lesquelles souffle un vent d'infini. Peut-être est justement cette intermittence qui donne à ces moments toute leur intensité. Ce qui est éternel ne peut être perçu, tandis que ce qui s'échappe laisse derrière lui une empreinte brûlante, un vertige qui continue de résonner bien après que l'instant s'est évanoui. L'ouvert, cet espace inaccessible où l'animal évolue, devient pour l'homme un appel, une promesse qu'il ne cessera de poursuivre sans jamais l'atteindre. Ce n'est plus un état dont il est privé, mais un idéal qui le hante, une ligne d'horizon où convergent son désir et son impuissance. Le poète, plus que tout autre, ressent cette soif. Les mots qu'il tisse cherchent à percer la trame invisible du réel. Chaque vers est une tentative d'approcher l'indicible, d'arracher au silence quelque chose qui existe avant les mots. Rilke ne propose pas de solution. Il n'offre pas d'issue à l'exil humain. Il indique une quête, non celle d'un dépassement, mais d'un accueil. Regarder le monde autrement, s'étonner encore, réapprendre à voir. L'ouvert ne peut être possédé, mais il peut être effleuré. Il réside dans l'émerveillement intact, dans cette attention qui ne juge pas, qui ne cherche ni à comprendre ni à nommer, mais à être avec. Le poète ne tente pas d'enfermer le réel dans des formes rigides. Il le laisse respirer. Il s'en approche avec la légèreté de celui qui sait que l'essentiel ne se saisit pas. L'homme demeure séparé, et pourtant,
il avance toujours vers ce qui lui échappe. Son regard reste tourné vers l'inconnu, sa main tendue vers l'invisible. N'est-il pas un lieu à atteindre, mais une manière d'habiter l'instant, un art de frôler l'infini, sans vouloir le posséder. C'est dans cette tension, entre lucidité de sa condition et élan vers ce qui le dépasse, que réside toute la grandeur humaine.